Bonjour à tous. Comme Léo a déjà dit, nous allons vous présenter comme étant des étudiants qui ont eu l'occasion de manipuler cette nouvelle version de QGIS, des fonctionnalités spécifiques et avancées de cette version. En fait, pour bien mettre en évidence l'utilité de ces fonctions, nous avons choisi de les intégrer au sein d'un projet. Ce projet est intitulé Zone de non-traitement. Comme vous savez tous, la pollution de l'eau par les pesticides est un problème majeur des écosystèmes aquatiques actuellement. Donc, pour conserver la qualité de l'eau, on doit certainement penser à évaluer et contrôler les impacts des pratiques agricoles sur l'environnement. Ce projet est proposé par l'RSTA. Il se déroulait sur le bassin versant viticole de la Vayelle, à Néfiès, au nord du département de l'Hérault. Ce projet a comme objectif de suivre les parcelles en termes de pulvérisation. Ce suivi s'est réalisé en 2 grandes étapes. Premièrement, en fait, il y a eu un suivi des traitements phytosanitaires par des systèmes électroniques sur les pulvérisateurs et une autre étape d'analyse d'eau réalisée à l'exutoire de bassin versant. De notre présentation, on va s'intéresser en fait des données de ce projet permettant la détermination des zones de non-traitement. Une zone de non-traitement, c'est une zone où nous devons recevoir aucune application directe de produits phytosanitaires. Les largeurs de cette zone, ils varient de 5 mètres à 50 mètres selon le type de produit phytosanitaire utilisé. Par exemple, si on prend 20 mètres, ça correspond au produit dont le ZNT varie de 10 à 30 mètres. Ce projet il va être considéré après comme le fil conducteur de notre présentation, au sein duquel nous avons fait le choix de vous présenter 6 parmi les fonctionnalités de cette nouvelle version. On commencera par la fonctionnalité du gestionnaire d'extension et du plugin. On vous présentera après la nouvelle forme et la spécificité de table attributaire. On abordera après l'automatisation et les traitements de certaines tâches. Et après, on continue par l'outil d'SVG paramétrable. On passera après à vous présenter certaines nouvelles expressions. Et on finit par une nouvelle fonction de composer, l'Atlas, et bien sûr une conclusion et critique. Maintenant, je passe la parole à mes collègues pour vous présenter nos premières fonctionnalités. Alors, donc avant de passer à l'analyse des données, donc on peut installer des extensions ou plugins dont on a déjà parlé aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous rappeler ce qu'est une extension, et puis vous montrer le nouveau gestionnaire. Et je passerai la parole à Nicolas pour vous présenter quelques extensions qu'on peut utiliser dans le cadre du projet ZNT. Donc, on rappelle qu'une extension, c'est pour ajouter des fonctionnalités aux éléments natifs de QGIS. Donc, elles sont de 2 types. Donc, il y a des principales, environ une vingtaine. Et donc, elles sont implémentées dans chaque distribution de QGIS et elles sont entretenues par les développeurs. Donc, elles sont, comme on l'a dit, écrites en C++ ou Python. Et on en trouve aussi des complémentaires, qui sont à installer et à mettre à jour soi-même. Et donc, on peut accéder à d'autres dépôts que le dépôt officiel. Et aussi, on peut créer des extensions soi-même, donc avec le langage Python. Donc, dans QGIS 2, on retrouve ce gestionnaire d'extension dans la barre d'onglet principal, ici. Oui. Et donc, dans la version de QGIS 2, l'installation et la gestion se fait dans le même onglet. Et c'est par la console qu'on peut intégrer ses propres extensions. Donc, en cliquant sur le gestionnaire d'extension, on retrouve 3 onglets principaux. Donc, les extensions qui sont installées, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on peut les activer ou les désactiver. Et donc, voilà, ce sont des extensions qu'on retrouve dans la barre de menu principale. Donc, par exemple, pour FTools, le vecteur, l'extension vecteur. Donc ensuite, le deuxième onglet, on peut obtenir plus d'extensions. On peut avoir accès à une fiche descriptive et donc l'installer ici. Et ensuite, on les retrouve dans la barre d'extension, donc ici. Ensuite, dans l'onglet paramètres, on peut choisir les fréquences de mise à jour et aussi choisir de tester des extensions expérimentales. Et c'est ici aussi qu'on va choisir les dépôts, qui sont des répertoires en ligne, contenant des extensions. Donc ici, j'ai rajouté un dépôt, et donc de nouveaux onglets apparaissent à gauche. Pour notre projet, nous avons utilisé plusieurs extensions, donc on va vous en présenter 3. Nous avons donc tout d'abord utilisé Layers Menu from Project,
Group Stat et ensuite Open Layers. Donc, on a choisi de les charger au début du projet, surtout Layers Menu from Project, parce qu'en fait, ça va permettre, Layers Menu from Project, de rajouter un onglet de notre projet qui contient toutes les couches de notre projet dans la barre d'outils. Et ça va permettre de, quand on lance QGIS, charger l'intégralité de notre projet en un seul clic. C'est très utile, surtout si on a plusieurs projets, et c'est aussi très utile lorsqu'on travaille à plusieurs, puisque de cette manière, on peut partager un projet. En effet, on peut le partager entre différents utilisateurs s'ils ont l'adresse du projet. Et ça permet aussi de ne pas réimporter le système de projection, etc. On s'affranchit un petit peu de tout ça. Donc, une fois installée, cette extension se trouve dans le sous-onglet Extension. Et si on clique sur Configurer le projet, eh bien, on obtient la fenêtre que vous voyez ici. Donc très simple, il suffit donc de cliquer sur le bouton plus et de renseigner le chemin du projet, donc chemin sur notre ordinateur. Et donc on lui donne un nom. On a accès aussi à deux options qui sont l'option Tout ajouter. Donc là, ça va permettre de créer un bouton Tout ajouter si on a beaucoup de couches. Donc on va ajouter directement l'ensemble des couches du projet. Et on va créer aussi un groupe au chargement des couches. Donc si on clique sur cette option, on va charger l'ensemble des couches dans un dossier dans notre menu de navigation ici. Donc si on clique sur OK, une fois qu'on a renseigné uniquement le chemin du projet, eh bien, on a un onglet qui apparaît dans notre barre d'outils et qui contient toutes les couches de notre projet. Et là, il suffit donc simplement en cliquant dessus, ça va charger les couches de notre projet dans la visualisation de nos couches. Alors, par contre, on a noté que l'extension était particulièrement adaptée aux bases de données parce que, il faut que le projet soit renseigné en chemin absolu. Donc, c'est dans les propriétés du projet. Sans quoi, l'extension ne va pas fonctionner correctement, puisque donc, si elle est renseignée en chemin relatif, l'extension ne fonctionne tout simplement pas. Et deuxième chose à ne pas faire, il ne faut surtout pas déplacer ni le fichier projet.qgs ici, ou le dossier, une fois qu'on l'a renseigné, même s'il est renseigné en chemin absolu, puisque on a fait l'erreur de le faire, l'extension devient inutilisable, et même après désinstallation et réinstallation, elle n'est pas fonctionnelle, et on a un message d'erreur à l'ouverture de QGIS. Donc voilà, c'est un petit bug pour l'instant qui pourra être sans doute corrigé dans les semaines ou mois à venir. Une autre extension qu'on a utilisée, c'est GroupStat. Alors pour les calculs de ZNT, elle va par exemple nous permettre de faire des statistiques très simplement sur des couches vecteurs. Nous, elle nous a servi pour calculer les pourcentages de ZNT sur nos parcelles. Et donc, elle permet donc uniquement de faire des statistiques sur les couches vecteurs. C'est pour ça que dans la version 2 de QGIS, on va retrouver cette option dans le sous-onglet vecteur, alors qu'elle était dans la version précédente dans le sous-onglet extension. Voilà, donc c'est une extension très intuitive puisqu'elle fonctionne par glisser et déposer de champs. Donc on les prend et on les lâche là où ça nous convient, on va le voir tout à l'heure. Et voilà, par exemple, si on prend cette extension, elle se présente de la manière suivante. On sélectionne la couche vecteur sur laquelle on souhaite faire les opérations. Et nous, on voulait calculer en fait la somme des aires par cépage et par viticulteur. Donc, on a besoin d'un tableau croisé dynamique. Il nous suffit de renseigner les attributs cépage, donc cépage UC, et ID Viti, donc pour classer par cépage et par viticulteur. Et ensuite, on prend tout simplement les fonctions qu'on va utiliser, à savoir donc sum et area, qui fait pour la somme des aires. Et quand on clique sur calculer, le tableau dynamique se met directement à jour avec la somme des aires par cépage et par exploitation. Donc voilà, on l'a trouvé très intuitive, et si on a besoin de retravailler ce tableau croisé dynamique, on peut l'exporter au format CSV. Enfin, une dernière extension, c'est Open Layers, donc, qui permet, comme dans la version précédente, d'afficher des fonds de cartes depuis le web, donc à savoir Google, Bing, OpenStreetMap. Et pareil, on a l'affichage d'une prévisualisation
et on peut ajouter la nouvelle couche dans nos couches. Donc c'est très utilisé pour faire des rendus. On peut noter par contre l'apparition ici d'un nouveau bouton, Terms of Service, où on a en fait l'accès direct aux licences, donc les licences de Google, etc. Puisque l'un des points de vigilance qu'on a noté, c'est que pour digitaliser des parcelles, par exemple, il est nécessaire d'acheter la licence auprès des fournisseurs d'images. Donc voilà, c'est un nouveau bouton qui apparaît, qui nous permet de nous tenir un petit peu plus au courant et d'informer les utilisateurs de cela. Un autre problème qui a été noté, c'est les problèmes de calage rapportés lorsque l'extension a été, il y a 3 semaines à peu près, a été délivrée. Et pour l'avoir utilisé récemment, les problèmes de calage apparemment ont disparu. Donc voilà, c'est une extension, comme on va le voir de suite, qui permet de faire des rendus. Donc on a accès à un outil de prévisualisation, ici, et qui nous permet de sélectionner les différents fonds de carte, et donc qui possède l'emprise que l'on a sur notre visualiseur. Donc on peut prévisualiser, sélectionner cette couche, et on a aussi la présence d'une petite croix rouge pour se repérer. Donc les extensions permettent un gain de productivité donc pour notre projet QGIS, notamment pour notre projet de ZNT. Et on en a utilisé en partie et d'autres qu'on va vous présenter un petit peu après. Je vous propose maintenant de passer à la nouvelle table attributaire, donc de QGIS 2.0, pour commencer l'édition de notre projet. Donc, après avoir téléchargé toutes les extensions dont on avait besoin pour réaliser notre projet, on va importer nos couches, nos données brutes. Et donc la première étape, ça va être un peu de contrôler, de visualiser l'information et éventuellement de modifier si on constate qu'il y a des erreurs ou il manque des données. Donc pour cela, on va vous présenter un peu la nouvelle forme de la table attributaire et après les formulaires d'édition et leur personnalisation. Donc tout d'abord, on peut remarquer on a toujours accès à l'ancienne version de la table attributaire. Donc on a un affichage type tableur avec des lignes et des colonnes. Donc on retrouve toujours les champs en colonne, les entités, les objets en ligne. Et on a une édition à la cellule. Donc on constate bien que dès lors qu'il y a beaucoup de champs et beaucoup d'entités, ça devient un peu difficile à lire et même à éditer. Et donc grâce aux deux onglets, au bouton ici, on peut changer la forme de la table et accéder à la nouvelle forme de la table. Donc elle va se faire sous forme de fiche. Donc à gauche, on a accès à la liste des entités. On peut choisir quel champ permet de trier les entités grâce aux expressions. Et ensuite, en sélectionnant une entité, on peut soit visualiser toutes les informations relatives à l'entité sélectionnée, et on peut, en mode édition, également renseigner sous forme de formulaire. Et donc ce formulaire, on le retrouve également par la carte. Donc grâce au clic information en mode édition, on a le formulaire d'édition. Donc c'était déjà présent dans l'ancienne version de QGIS. Mais et maintenant, on va pouvoir le personnaliser avec de nouvelles fonctions, de nouveaux aspects que va vous présenter Théo. Donc pour cela, on peut accéder aux propriétés de la couche vectorielle grâce à clic droit propriété comme auparavant. Et dans l'onglet champ, on va pouvoir donc personnaliser chaque champ un par un. Donc la première possibilité pour personnaliser un champ, c'est de créer un alias. Donc cet alias va remplacer le nom du champ et donc permettre d'avoir un nom de champ plus compréhensible, puisqu'on sait que dans QGIS, parfois on a des contraintes au niveau du nombre de caractères ou de l'utilisation de certains caractères qui font que les champs ne sont pas toujours très clairs. Donc par exemple ici on a ID-Viti qui est l'identifiant viticulteur, donc on va créer un alias pour que ID-Viti devienne identifiant viticulteur, ce qui est un peu plus clair pour utiliser. Une deuxième possibilité, c'est de modifier les formats d'édition de champs. Donc dans outils d'édition, on voit qu'ici tous les champs sont en édition de ligne, et donc on va modifier ce format pour passer en format liste de valeurs. Donc pour ça, on clique sur le bouton édition de ligne et on accède à cette boîte de dialogue.
On choisit donc le format liste de valeurs et on a le choix de soit de charger des données depuis la couche, c'est-à-dire de créer une nouvelle liste dans QGIS, soit de charger des données depuis un CSV. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a notre CSV avec les identifiants des viticulteurs et le nom du viticulteur ainsi que leur code VOE. Donc en chargeant les données, on voit qu'on a la valeur des identifiants et la description avec le nom et le code. Et donc les attributs seront remplacés, enfin la valeur des attributs seront remplacés à la fois dans la couche et dans le formulaire par leur description. Donc ici on voit que l'identifiant viticulteur, donc on obtient une liste déroulante qui va permettre de remplacer donc, la valeur de l'identifiant, donc ici 2, par le nom du viticulteur correspondant. Et donc si on veut éditer donc, cet identifiant viticulteur, on a accès à une liste déroulante qui va éviter les erreurs de saisie. Donc un autre format d'édition intéressant, c'est le format calendrier. Donc il va vérifier que l'attribut qu'on rentre dans la table attributaire correspond bien au format de date qu'on a choisi. Et il va permettre également, en mode édition, de rentrer une date en accédant à un calendrier et de sélectionner la date en cliquant dessus. Ce qui va là grandement simplifier la saisie et éviter les erreurs. Donc ça, c'était des outils qui étaient déjà, des formats qui étaient déjà existants dans la précédente version de QGIS. Mais il y a également 2 nouveaux formats qui ont été ajoutés dans cette version. Donc c'est la vue web et la photographie. Donc ici, on a l'exemple d'une vue web qu'on peut rentrer donc, en attribut grâce à une adresse de site internet. Donc ici, on a le site internet de Supagro qui nous accueille ici. Et donc le deuxième nouveau format qui a été ajouté, c'est le format photographie, qui permet, en rentrant un chemin d'accès en attribut, d'accéder à une photographie, donc par exemple de viticulteur. Et donc ces photographies peuvent être ajoutées ensuite à l'atlas qu'on vous présentera à la fin du fil rouge. Voilà. Donc tous les formulaires d'édition qu'on a présentés là jusqu'à maintenant, c'était en fait autogénéré par le logiciel. Mais on a une nouvelle forme de personnalisation du formulaire qui est en conception par glisser-déposer. Donc on y accède ici. Et donc cette conception, par exemple, ça peut aider à la saisie, notamment si on veut faire un formulaire sur un serveur ou quelque chose comme ça. Donc en sélectionnant conception par glisser-déposer, on a accès à ce champ ici. Et donc, au niveau de ce champ, on peut créer des grands thèmes. Par exemple, ici, on a créé conduite, identifiant. Et il suffit de sélectionner un champ et de le faire glisser dans les grands thèmes pour concevoir le formulaire. Et du coup, quand on y accède, quand on veut changer les valeurs en mode édition, on a accès en fait à une boîte de dialogue donc du formulaire d'édition qui se présente avec en onglet les grands thèmes qu'on a choisis et les champs à renseigner. Donc ça peut permettre de faciliter grandement la saisie ou la visualisation des données. Donc une fois qu'on a fait un peu toutes ces corrections, qu'on a vérifié nos données, on va pouvoir commencer le traitement réel de l'information, et notamment un traitement automatisé. Donc mon introduction est faite, donc je vais vous parler des traitements et comment on peut les automatiser avec QGIS 2. Donc ce qui peut être assez problématique avec QGIS, c'est qu'on a une série de traitements relativement longue, et qu'on doit faire chaque opération manuellement. Dans notre exemple, ce sera d'abord construire des zones de tampons autour de tous les cours d'eau, puis après construire leurs intersections avec le parcellaire, et enfin faire les calculs de surface sur ces nouveaux polygones. Donc là, on peut, comme on a une séquence claire d'étapes, on peut essayer de définir une automatisation via le plugin Sextant qui est maintenant directement intégré dans QGIS 2.0. Donc concrètement, une fois le plugin installé et prêt à l'emploi, il se situe dans l'onglet traitement du coup sur la page principale. Et donc on a accès donc au modeleur graphique qui va permettre graphiquement de mettre en place ces traitements. Donc il faut tout d'abord, dans un premier temps, définir toutes les entrées qui seront utilisées, tous les inputs, et leur type, que ce soit des couches, des rasters, ou des nombres ou des booléens. Donc dans notre cas, ce sera en fait, il faudra une couche qui représente le réseau hydrographique, une autre couche qui représentera le parcellaire, et aussi une distance de non-traitement pour définir la largeur des zones tampons. Et quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que c'est pas les traitements auxquels on a accès, les algorithmes auxquels on a accès, ce n'est pas seulement les algorithmes de QGIS, mais aussi de GRASS, d'Orfeo, de Saga, et ce qui représente plus de 500 algorithmes supplémentaires disponibles pour automatiser en plus derrière.
On peut aussi, sous réserve de maîtrise du langage, programmer directement ses propres scripts sous Python et les utiliser de la même manière. Donc maintenant, David va vous présenter comment ça marche concrètement. Merci. Alors, maintenant, je vais vous montrer le process de création et d'utilisation des modèles dans le QGIS. Et pour faire ça, je vais utiliser l'exemple qu'on a fait pendant le projet ZNIT. Alors, cette image à droite, elle a le modèle déjà prêt. Ce n'est pas une représentation graphique, c'est le vrai modèle qu'on a été créé dans le QGIS. J'attire l'attention à ça pour montrer la facilité d'implémentation des algorithmes dans le QGIS. Alors, le premier pas a été de définir les entrées, comme Théo a dit. On a utilisé pour ça 3 entrées. Deux pour les couches de la course de l'eau et des parcelles, et une pour la distance de non-traitement qu'on voudrait. Après, dans cet onglet algorithme, il y a plusieurs des fonctions qu'on peut choisir pour faire des calculs avec les couches. Ici sont disponibles plusieurs algorithmes déjà préchargés dans le logiciel, mais on peut aussi télécharger de nouveaux et ajouter à la liste. Après la création du modèle, pendant son exécution, on va ouvrir ces fenêtres qui nous permettent de paramétrer le process de calcul. On a ajouté la distance de 25 mètres pour la distance de non-traitement, des couches, rivières et des parcelles. Et on peut aussi paramétrer le nom des couches intermédiaires qui seront créées pendant le traitement. Ici sont les résultats obtenus. On peut voir représenté par les flèches bleues les courses de l'eau, ici, et autour, ces surfaces en vert, la région au moins de 25 mètres de la source d'eau. Alors, ce sont des zones de non-traitement. Ici, en vert foncé, sont des régions de parcelles qui ne pourront pas recevoir les traitements phytosanitaires, alors qu'un traitement ici va contaminer la source de l'eau. On a trouvé pendant le projet quelques problèmes avec quelques algorithmes à cause que leurs noms ne sont pas compatibles avec sa fonction, la fonction qu'elle développe. Alors, pour contourner ça, on doit créer de nouveaux algorithmes dans les plugins Python. Mais pour faire ça, on doit connaître le langage de codage de Python, et ça va difficulter un peu le process d'automatisation de calcul. Donc pour conclure sur cette partie des traitements, il faut bien réaliser qu'il y a quand même un temps initial pour mettre en place le modèle. Et du coup, on peut définir un seuil de rentabilité lorsqu'on se lance dans une démarche de cette AKB. Donc il faudrait soit avoir un traitement qui va consister en un très grand nombre d'étapes. Du coup, là, on a intérêt à se poser un peu avant et à tout formaliser avant de le lancer. Ou alors, lorsqu'on va lancer une série de traitements sur un très grand nombre d'entrées au début, ça va beaucoup changer. Bon, quoi qu'il arrive, ce qui est très important, c'est qu'on ait toujours la même série d'étapes, sinon ça ne sert pas à grand chose de créer un modèle pour devoir le modifier régulièrement. On aurait aussi donc déjà un intérêt en termes de gain de temps, on aurait aussi un intérêt en termes de traçabilité. C'est en effet assez facile de communiquer lorsqu'on montre comme ça clairement la capture d'écran avec les différentes étapes qui s'enchaînent et toutes les entrées. Autre chose qui est aussi vraiment bien, c'est qu'on peut piocher directement les algorithmes d'autres logiciels, typiquement Grass.
sans avoir besoin de paramétrer tout l'environnement de travail de grâce qui va avec, qui n'est pas spécialement le plus ergonomique. Donc là, c'est quand même un confort pour l'utilisateur. Et finalement, on peut aussi on peut ne pas faire de modèle et en fait utiliser directement en piochant dans la liste les algorithmes dont on a besoin ponctuellement. Donc toutes ces innovations permettent vraiment, ça montre un intérêt pour l'automatisation du process comme ça. Et donc une fois que les traitements sont faits, on va pouvoir passer à la suite, à savoir la mise en forme des cartes, notamment avec les SVG paramétrables. A continuación, concernant la presentación y visualización de cartes, QGIS 2.0 a mis à disposition les SVG qui par rapport à la version précédente, QGIS 1.8, cette fois, nous pouvons changer différents paramètres dans les différents symboles qui SVG nous permettent de choisir. Avant de voir les potentialités, les différentes propriétés qui nous permettent de SVG sur QGIS 2.0, je vous raconte un petit peu qu'est-ce que SVG. D'abord, SVG vient des mots anglais Scalable Vector Graphic. Bon, sont des images qui cherchent à représenter les différents points, les points qui sont d'intérêt dans les cartographies. Et la principale utilisation des SVG est en relation avec les cartographies. Bon, sont des images qui sont constituées de formes géométriques. La propriété des SVG qui garde depuis qu'elle a été créée, qui sont des images qui, au moment quand on les fait plus petits ou plus grands, les images gardent la taille et gardent la proportion dont elles sont formées. Bon, ce sont des images qui ont été créées par World Wide Web Consortium il y a une dizaine d'années et sont basées sur le langage XML. Bon, par rapport à la version précédente, SVG est une option de remplissage par rapport à ligne point circle que nous voulons représenter. Et dans la version QGIS 1.8, c'était l'affichage que nous pouvons trouver et qui présente comme principal qui par rapport à la version que nous pouvons trouver dans QGIS 2.0, nous trouvons différentes caractéristiques, principalement dans le remplissage, où nous pouvons changer les paramètres, comme je vous ai dit, la couleur, des choses comme ça que nous présentons ici. Dans QGIS 2.0, nous pouvons changer d'abord la taille, garder la proportion et nous permettre aussi dans l'affichage que nous trouvons changer l'orientation à partir des angles, à partir de l'orientation de la rotation d'angle que nous voulons donner aux différentes figures. Bon, c'est un ensemble de symboles qui est divisé par différents dossiers catégorisés. Et la principale innovation propriété qui présente sur QGIS 2.0 est en relation avec la personnalité de ces symboles que vous présente. Si nous faisons clic sur le remplissage, nous pouvons accéder à une couleur de base qui nous permet de changer les différentes images que Victoria, pour la partie pratique, vous présentera à continuation. Donc, il nous faut expliquer qu'est-ce que c'est les SVG paramétrables et quels sont les avantages par rapport à la dernière version. On va aborder la partie plus pratique. Donc, on part de cette image à gauche, c'est la fenêtre de propriété de la couche. Et dans les options du menu style, on va choisir les types de symboles SVG. Donc, on affiche ce cadre-là. Et on commence pour choisir les symboles qui nous intéressent le plus pour notre projet parmi tous les symboles disponibles. Et au-dessus, on peut voir les cadres pour changer les paramètres, pour paramétrer ces symboles. Donc, on peut changer
la couleur, la taille et la rotation, comme vient d'expliquer Pablo, afin de bien s'adapter le mieux possible à la représentation qu'on veut. Donc, aussi, on peut modifier les caractéristiques du symbole en fonction d'un champ associé. Donc, le symbole va varier ses propriétés en fonction de la valeur numérique associée. Et on va vous présenter quelques exemples dans notre projet afin de bien comprendre la puissance de cette fonctionnalité. Donc ici, on voit cette image à gauche. Il y a un ensemble de points avec un symbole associé. Et chaque point porte des informations concernant à la force et à la direction du vent. Donc l'objectif est de pouvoir représenter d'une manière graphique cette information. Et on commence pour choisir le symbole. On a choisi la flèche et on va le paramétrer. La couleur choisie est le rouge. Et on a défini la taille de cette flèche en fonction de la force du vent et même pour l'inclination selon la direction du vent. Donc à la fin, on arrive à cette image dans laquelle on peut voir l'ensemble des points avec ce symbole associé. Et pour chaque point et ce symbole, on peut savoir quelle est la force du vent et l'inclination d'une manière graphique. Donc si on regarde là-bas, on peut savoir les points dont la flèche sont les plus grands, c'est-à-dire les valeurs de la force du vent, c'est les supérieurs, et le même pour l'inclination. Un autre exemple, c'est de remarquer les points d'intérêt dans notre carte. Par exemple, dans notre projet, c'est intéressant de localiser quels sont les points dans lesquels il y a quelques constructions agricoles ou des silos. Donc, on a choisi ce symbole, une petite maison, parce qu'on pense qu'elle fait plus l'allusion à ce qu'on veut représenter. Et après, on l'a paramétré par rapport à la taille, bien adapté à la carte, et les couleurs rouges pour bien remarquer sa position dans la carte. Et en plus, on peut utiliser les SVG paramétrables aussi pour définir, par exemple, la rivière et les cours d'eau dans notre projet. Et pour ça, on a choisi le symbole, la petite flèche, et on l'a paramétré avec la couleur bleue, parce que c'est plus représentatif pour l'eau. Et après, on l'a donné une rotation de 90 degrés afin de tomber la flèche et montrer les centres d'écoulement des cours d'eau. Et voilà. Et à la fin, on peut utiliser les SVG paramétrables aussi pour les polygones, et soit au niveau des remplissages de cette surface, soit au niveau des centroïdes. Donc pour notre projet, c'est intéressant et par tout le monde agricole d'utiliser les remplissages pour distinguer des différentes parcelles. Donc dans notre exemple, on peut voir dans l'image au-dessus des types de parcelles. On peut l'associer à parcelles avec une occupation de sol de tournesol. Donc on a choisi le symbole une petite fleur ronde. Et pour l'autre parcelle à gauche, on peut dire que c'est des vignobles avec des petits cercles violets. Et le même, les SVG paramétrables peuvent servir aussi pour représenter des informations de parcelles. Par exemple, en utilisant un symbole unique au centre de la parcelle. Dans notre cas, c'est une bouteille de vin pour, par exemple, représenter les parcelles qui appartiennent à des exploitations avec un intérêt commercial par rapport à la vente du vin. Et je passe la parole à Pablo pour finir avec une petite conclusion. Par rapport à l'intérêt qui SVG nous permet sur QGIS 2.0, d'abord nous trouvons l'interopérabilité qu'il nous permet, c'est-à-dire avec les SVG et les changements de couleurs, nous pouvons personnaliser plus les cartes et nous pouvons attirer l'attention à différentes zones, même pour les cours d'eau et pour les zones de notre traitement où nous pouvons ajouter différents symboles qui nous permettent d'interpréter d'une manière plus facile les cartes que nous avons produits.
personnalisé grâce à symboles qui sont des formats standards et que tout le monde connaît. À continuation, une fois vu les SVG paramétrables, je laisse la place à ma collègue qui vous présentera les expressions. Donc, on va maintenant vous parler des expressions dans QGIS 2 qui peuvent s'utiliser un peu partout au cours de notre projet Fil Rouge. Donc, les expressions peuvent se saisir grâce à cette fenêtre. Donc, cette fenêtre, elle est divisée en plusieurs parties. Donc, tout d'abord, à gauche, on a une liste des fonctions qui sont organisées en grands thèmes. Donc, par exemple, le thème géométrie qui va contenir la fonction area qui permet de calculer des aires. Ensuite, quand on clique sur une fonction, on va avoir accès à droite à son détail, avec notamment à quoi elle sert et comment l'utiliser. En bas, on a accès à un encadré où on peut créer notre expression. Et pour créer notre expression, il suffit de double-cliquer sur les fonctions, sur les champs, les valeurs ou également les signes d'opération. Donc ce n'est pas du code, c'est très simple d'utilisation, juste en double-cliquant. Et en dessous, on a accès à une petite information pour savoir si notre expression est valide ou non. Donc si vous avez besoin d'une fonction qui n'est pas disponible dans la liste des fonctions, on peut également créer nos propres fonctions et les ajouter à QGIS 2 grâce à un plugin Python. Donc il faut par contre savoir coder en Python. Donc avant les expressions, dans les anciennes versions de QGIS, on pouvait saisir des expressions grâce à la calculatrice de champs, mais cette calculatrice elle était disponible seulement dans les tables attributaires pour pouvoir calculer un champ. Maintenant dans QGIS 2, c'est disponible dans beaucoup plus d'endroits, et on va vous en présenter 4. Donc les expressions sont disponibles dans les étiquettes, dans les styles, pour sélectionner des entités, et dans les atlas. Donc dans les étiquettes, on peut aller grâce aux propriétés de la couche. Dans l'onglet étiquettes, on a accès à présent à un petit bouton epsilon pour pouvoir créer des expressions. Donc par exemple, pour revenir à notre projet Fil Rouge, on peut montrer cet exemple d'étiquette dynamique où on va afficher par exemple grenache en gobelet, donc c'est-à-dire le cépage et le mode de conduite de la parcelle, grâce à cette expression. Donc cépage UC et conduite, ce sont des noms de colonnes dans la chambre attributaire des parcelles. Et alors par exemple avec la fonction upper, on va pouvoir afficher le cépage en majuscule. Et les deux barres verticales servent à concaténer, c'est-à-dire à lier du texte variable, c'est-à-dire le cépage et la conduite, et du texte fixe, le en ici. On peut également, dans les étiquettes, utiliser des expressions conditionnelles, notamment grâce à la fonction case_when. Donc ici, on a utilisé une colonne pour ce ZNT, qui est également un champ dans la table attributaire des parcelles, qui donne le pourcentage de ZNT par rapport à la surface totale de la parcelle. Et on va dire dans notre expression que si ce pourcentage est supérieur à 80, alors on va afficher bioconseillé sur la parcelle. Donc là, par exemple, sur les deux parcelles du bas, on voit qu'elles sont en majorité jaunes, c'est-à-dire en ZNT 25 mètres. Et du coup, on va afficher bioconseillé sur la parcelle. Donc ça peut être très visuel pour faire des préconisations, par exemple, aux viticulteurs. Également, on peut gérer les dates. Donc par exemple, ici, dans notre exemple, on avait créé une colonne last threat, qui est la date du dernier traitement effectué. Grâce à la fonction age, on va pouvoir donner la différence entre la date d'aujourd'hui, $now, et la date du dernier traitement. Ensuite, grâce aux fonctions floor et day, on va pouvoir afficher seulement le jour qui nous sépare du dernier traitement. Et ainsi, c'est le résultat qu'on obtient. Donc ça peut être utile si les viticulteurs ont besoin de faire des traitements réguliers ou s'ils ont besoin de respecter des jours sans traitement. Je vais maintenant laisser la parole à Julien pour vous présenter les expressions dans les styles. Donc on continue sur les expressions et on va revenir dans les styles. Donc on avait vu tout à l'heure les SVG paramétrables. Et maintenant on peut voir que pour représenter une couche d'information, on va pouvoir utiliser maintenant un ensemble de règles. Donc ici j'ai décidé de représenter ma couche de parcelles avec 3 règles. Donc une première règle qui sera celle par défaut pour celles qui n'ont pas été retenues dans les filtres. Et 2 autres règles, donc je souhaite afficher. Donc vous pouvez voir dans
dans la liste de règles en haut, donc en vert seront affichées toutes les parcelles de Syrah en conduite Guyot simple, et en violet seront affichées les parcelles de Grenache blanc en conduite cordon de Royal double. Par défaut, en orange, j'ai mis toutes celles qui ne correspondent à aucun de ces critères de règles. Sauf qu'on peut retrouver plusieurs parcelles dans une même règle. Et pour gérer ces cas-là, on a la possibilité d'ordonner le rendu de ces règles. Donc on a un bouton ordre de rendu qui ouvre la fenêtre en bas à gauche, niveau de symbole, et qui permet de dire à QGIS quelle est la règle qui doit exécuter en premier. Donc ici, si j'utilise la règle noFilter, ça va la mettre par défaut sur l'ensemble des parcelles. Donc c'est celle-là que je vais décider d'appliquer en premier. Donc je lui ai mis la valeur 1. Et ensuite, pour les valeurs de règles suivantes, je les ai mis en 2 et 3 pour qu'elles s'affichent par la suite. Et on obtient bien sûr le résultat. Donc toutes mes parcelles en orange, sauf celles qui respectent mes 2 règles que j'ai écrites juste ici dans mon ensemble de règles. Toujours pour les styles, on peut avoir un paramétrage un peu plus précis. Donc ici, on va revenir sur la couche hydrographique. Et on a la possibilité pour la représenter donc, de mettre des couleurs, de mettre des SVG, mais aussi de choisir la source de définition des propriétés. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu avec les SVG paramétrables, où on pouvait choisir, ici on peut choisir le champ qui correspond à une des propriétés. Mais en cliquant sur le bouton expression, ici, on peut retourner sur la fenêtre d'expression et faire des calculs un peu plus compliqués pour paramétrer. Ici, j'ai choisi de représenter mes cours d'eau en fonction de la largeur. Donc, dans ma table attributaire, j'ai un attribut largeur de cours d'eau. Puisque c'était une valeur en mètres, j'ai voulu le réduire un peu en divisant par 2. Et j'obtiens donc, sur mon affichage QGIS, une largeur de cours d'eau qui dépend de cette expression. Une troisième utilisation des expressions, donc, c'est pour la sélection d'entités. C'était possible dans la version QGIS 1.8, mais il fallait passer pour cela par la table attributaire et ensuite revenir sur l'affichage. Depuis la version 2, il y a directement le petit bouton epsilon avec un petit carré jaune dans la barre d'outils qui permet de rentrer son expression et de sélectionner ses parcelles. Donc vous voyez ici, j'ai choisi de sélectionner toutes mes parcelles de Grenache d'une surface supérieure à 1 hectare. Et elles sont marquées ici dans la deuxième image en jaune, donc ce qui peut permettre des traitements par la suite. Enfin, on va parler rapidement de l'utilisation des expressions dans l'atlas. L'atlas de cartes, c'est quelque chose qu'on va présenter un petit peu plus tard dans la présentation. Je vais juste vous parler de l'utilisation d'expressions dans ces atlas. Donc tout d'abord, pour donner un titre à une carte, on va pouvoir utiliser une expression et la particularité maintenant aussi, c'est l'utilisation des balises HTML. Donc ici, des balises de titres et de sous-titres avec une expression qui reprend les noms d'attributs dans ma table attributaire. Donc vous voyez dans la première image, c'est ce que j'aurai lorsque je travaille dans mon modeleur graphique sur QGIS, et le résultat en dessous, c'est ce que j'aurai au résultat final après sortie du résultat final du logiciel. Toujours dans l'Atlas, on va avoir la possibilité de faire un filtre sur les documents de sortie. Donc là aussi, en rentrant des expressions de la même manière, en cliquant sur les 3 petits points, on entre dans la fenêtre d'expression avec la même syntaxe qui est facilement utilisable avec la souris et des doubles clics. Et également, pour les noms des fichiers en sortie, si l'Atlas réalise plusieurs fichiers, au lieu d'avoir des noms de fichiers comme fichier 1, fichier 2, fichier 3, on va pouvoir le paramétrer pour avoir des choses un peu plus lisibles pour l'utilisateur, donc par exemple avec le nom de la parcelle ou le nom du cépage. Donc je vais maintenant laisser la place à mes collègues qui vont vous présenter un peu plus en détail l'Atlas. Donc en fait, une fois que, comme on peut le voir, tous les traitements ont été faits donc sur notre parcelle, qu'on a bien mis en forme, etc., l'intérêt, par exemple pour une coopérative, c'est de fournir des cartes à ses clients, donc à ses viticulteurs, puisqu'elle dispose actuellement juste d'une carte avec tout le parcellaire de la zone de Nefiès.
Et les viticulteurs, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils peuvent traiter ou non donc, chaque parcelle et donc avoir une carte par parcelle. Donc c'est ça qu'on appelle un atlas. Donc tout d'abord, on passe dans le mode de composer, donc qui n'a pas du tout changé en fait par rapport à la version 1.8. Donc mis à part les logos, enfin les icônes qui ont légèrement changé. Et on peut noter également une petite amélioration qui est l'aide à l'alignement. Donc ce sont les lignes rouges donc, que l'on voit ici et qui permettent ici de centrer la carte par rapport au titre. Donc la grosse nouveauté donc, de ce composer, c'est l'onglet Génération Atlas qu'on voit ici. Donc si je clique sur cet onglet, donc j'arrive ici et voilà donc cet onglet où je peux cocher la case Générer un atlas, ce qui va me donner accès donc, à 6 sous-onglets qui va me permettre de définir plusieurs choses sur l'atlas produit. Donc il y a la configuration, la visibilité et le tri par entité que je vais présenter dans la première partie. Et ensuite, Chris vous présentera le filtre d'entité, la mise à l'échelle et la sortie. Donc tout d'abord dans le sous-onglet donc, configuration, donc, on a donc, le composeur de cartes qui en fait permet de déterminer la carte à partir de laquelle on va travailler. Donc là, j'ai voulu mettre donc, 2 cartes dans mon composeur, une carte du parcellaire de toute l'exploitation, puis une carte sur laquelle je vais pouvoir travailler et effectuer mes cartes par parcelle. Donc dans ce cas, voilà, la parcelle d'intérêt se situe donc en haut à gauche et on aura également sur chaque composition l'ensemble du parcellaire affiché. Ensuite, le second champ à remplir, du coup, c'est la couche de couverture. Donc, ça permet de déterminer la couche sur laquelle on va effectuer tous nos traitements, que ce soit les tris, les filtres, etc., que donc on vous présentera après. Donc, dans notre cas, on souhaite avoir un atlas par parcelle. Donc, le champ parcelle se situant donc dans la couche UC Machine, j'ai sélectionné comme couche de couverture UC Machine. Ensuite, le second onglet est donc l'onglet visibilité. Donc, en fait, cet onglet visibilité permet de visualiser une couche d'informations différente et plus importante que la couche sur laquelle on va travailler, qui est donc machine UC. Donc, par exemple, bon là, donc, on n'a pas pu trop le présenter dans l'exemple, mais si on avait voulu travailler plutôt par parcelle cadastrale, donc il aurait fallu travailler sur la couche cadastre, par exemple. Sauf que, en termes de visualisation, ça aurait pris beaucoup de place sur les cartes et ça n'aurait pas été forcément très judicieux de l'afficher. Donc, dans ce cas-là, j'aurais pu cocher la couche de couverture. Ensuite, donc là, on arrive vraiment dans le cœur de l'atlas, c'est-à-dire le tri par entité. Donc, en fait, ça permet de produire des cartes selon le champ choisi. Donc, dans notre cas, on va devoir cocher cette case ici et ensuite renseigner le champ. Donc, donc là, il y a un menu déroulant donc, qui s'affiche et le but, nous, c'est d'avoir donc, un tri par cépage. Par parcelle, excusez-moi, c'est-à-dire avoir une carte donc, par parcelle. Et donc, il va falloir que je clique ici et j'obtiendrai à la suite un atlas avec toutes mes cartes par parcelle. Très bien. Donc maintenant que nous avons nous avons décidé de faire un tri en fonction du code UC, donc c'est bien, mais on peut aller aussi encore plus loin et donc ne pas tout afficher sur notre couche de couverture, d'où l'utilité de l'encart filtre d'entité qui nous permet, grâce aux expressions que mes camarades vous ont exposées précédemment, de définir exactement quelles sont les entités que vous voulez afficher. Donc, par exemple, nous allons décider d'afficher les cépages qui sont uniquement en Syrah pour afficher, par exemple, pour donner des cartes à tous les exploitants qui utilisent du Syrah et qui ont des ZNT à 25 mètres. Donc, maintenant que nous avons tout ça, on va parler donc un peu plus de mise en page. Sur chaque page de notre atlas, on va avoir l'affichage d'une parcelle. Et donc, il est possible de faire une différente mise à l'échelle. Donc, soit une mise à l'échelle qui sera définie par l'utilisateur et qui est changeable. Donc, elle peut être 10%, 20%, c'est comme vous voulez. Soit une échelle fixe, donc, qui vous s'affichera de manière prédéfinie, le même niveau de zoom sur chaque carte.
Donc comme on peut le voir ici sur la mise à l'échelle personnalisée, donc soit on a pris deux exemples, donc un exemple à 10%, où l'on peut voir notre parcelle d'intérêt qui est celle-là, avec les marges à 10% donc tout autour, soit 40%, donc comme vous pouvez le voir, on a un effet de dézoom. Et le deuxième exemple à échelle fixe, donc la parcelle que je vous ai montrée précédemment, et une autre parcelle un peu plus loin sur le bassin versant, qui s'affiche donc à la même échelle. Donc maintenant que nous avons terminé à peu près toute la mise en page et décidé de ce que nous allions afficher ou pas dans notre atlas, il est temps donc de choisir de quelle manière nous allons sortir notre atlas. Donc pour cela, il est possible, donc par défaut, la sortie va se faire par un fichier par parcelle d'intérêt. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est choisir le nom du fichier en sortie. Donc par exemple ici, code UC, c'est également une expression. Et donc dans votre dossier, vous avez chaque parcelle qui s'affiche donc avec le nom de la parcelle. Et une des deuxièmes options, c'est de faire un export dans un seul et même fichier. Et ici, donc, dans votre PDF final, vous aurez les différentes pages donc dans un seul et même fichier, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, vous savez à peu près maintenant toutes les nouveautés que nous avons décidé de vous montrer. Donc, je laisse la parole à Marois pour le mot de la fin. En fait, pour conclure, on peut dire qu'en offrant toutes ces nouvelles fonctionnalités avancées et spécifiques, cette nouvelle version peut être considérée comme une évolution marquante dans le monde de géomatique, en permettant l'automatisation de certaines tâches, les simplifications, un gain de temps et un gain en traçabilité. Mais comme n'importe autre invention, évolution au monde géomatique, pour bien profiter de ces avantages, pour bien maîtriser ces nouvelles fonctionnalités, on doit souvent prévoir un temps d'adaptation. Et merci pour votre attention.